Par respect pour ceux qui sont à l'heure, on va commencer cette session. On fera la qualité. Donc, on va regarder ensemble la vidéo, le diaporama sonorisé du professeur Philippe Michel au CHU de Lyon. Il est professeur en santé publique et agrégé. Et donc, c'est un de ses sujets phares. Et à ce titre, on va l'écouter avec attention. Bonjour, je suis Philippe Michel, professeur de santé publique à Lyon et directeur qualité, Vous entendez assez? sécurité, usagers et santé populationnelle aux Hospices Civils de Lyon. Je tiens tout d'abord à m'excuser auprès de vous pour le fait que je ne sois pas parmi vous à Paris ce jour-là et d'être simplement à distance. Et pire, uniquement au travers de cette vidéo. Mais j'ai quand même grand plaisir à vous partager une communication autour d'un sujet qui m'est cher, donc le travail en équipe, en particulier la communication, et le lien avec la sécurité des soins, car le travail en équipe, on va essayer de démontrer au cours de cette présentation, est un enjeu majeur de sécurité. Le fait de le dire peut apparaître tautologique, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, et pour aller un petit peu plus loin, finalement, on va repartir en arrière. Dans les théories de gestion des risques qui sont apparues dans le courant des années 60-70 et ont été travaillées notamment par des ingénieurs au début, comme Charles Perrow qui en 84 a développé la théorie des accidents normaux. Charles Perrow s'est inspiré d'un accident fameux, un accident nucléaire d'une centrale nucléaire appelée Three Mile Island en 1979. Dans lequel finalement il décrit les caractéristiques systémiques et le fait que les gros accidents tendent à augmenter, non pas en raison de la technologie, mais en raison de l'accident du travail, de l'organisation du travail. Ainsi, selon les différentes caractéristiques du système impliqué, on a noté que plusieurs défaillances apparaissaient au fil du temps, donc il y avait tous les efforts mis en place pour les éviter, et ces défaillances qui interagissent les unes avec les autres vont mener à un accident. Souvent, ces défaillances sont au début mineures, puis entraînent un effet de cascade au sein d'un système pour finir par aboutir à une catastrophe. C'était les enseignements tirés de l'analyse de cet événement indésirable, de cette catastrophe. Mais au final, ce qu'il décrit au travers des accidents normaux, c'est ce que M. Deming, là que vous connaissez certainement, la route Deming, PDCA, illustre par une phrase qui lui est attribuée. Chaque système est parfaitement mis en œuvre pour obtenir les résultats qu'il obtient. En d'autres termes, s'il y a des défaillances dans le système, eh ben on aboutit à des résultats qui ne sont pas conformes à ce qu'on attendait. C'est la théorie des accidents normaux. Vous voyez deux illustrations sur ces photos qui vont dans ce sens-là. Et c'était finalement le début de la sociologie des risques. Puisque après l'approche technique, qui considérait que la technologie était la source de problèmes qu'il fallait résoudre, il y a eu des progrès majeurs qui ont été obtenus. On peut penser par exemple à l'anesthésie et réanimation, qui a réussi à diminuer par 10 le taux de catastrophe par mise en œuvre. L'étape suivante a été rapidement d'identifier le fait que l'erreur humaine, l'individu, était la source du problème. Et faisant naître d'autres théories, là je vous ai mis le nom de décision absurde, ça c'est un chercheur, un sociologue français, Christian Morel, qui a bien montré combien les individus, collectivement, prennent des décisions qui apparaissent singulières au début, puisque ces individus, collectivement, agissent avec constance, dans le sens finalement qui est totalement contraire au but recherché, et on l'observe dans tous les mondes. Prenons l'exemple des ingénieurs sur la navette Challenger qui a explosé en vol. Finalement, la cause principale, c'était le maintien de jointes défectueuses sur les fusées d'appoint
qui ont été maintenus jusqu'au décollage et à la catastrophe qui s'en est suivie. Mais on peut prendre des exemples beaucoup plus proches de chez nous, comme les copropriétaires qui installent durablement un sas de sécurité à l'entrée de leur immeuble qui est totalement inutile, ou une entreprise qui persévère dans l'usage d'un outil de gestion au résultat inverse de l'objectif visé. Peut-être cela vous évoque-t-il des situations. Donc, ces théories des décisions absurdes ont été un pas majeur dans le sens où finalement il fallait travailler sur les interactions entre les sous-systèmes sociaux, mais aussi techniques, qui pouvaient être considérés comme des sources de problèmes. Et puis ensuite, les organisations étant très complexes, on s'est intéressé aussi aux relations entre les organisations, avec une phrase qui est souvent citée, le diable est dans les interfaces, le diable est dans la cloison. Il s'agit bien d'une approche de la relation entre sous-organisations qui crée des risques. Tout cela pourra aboutir à un autre apport majeur, qui est l'ingénierie de la résilience, terme qu'on entend souvent, parfois un peu trop, mais qui, dans ce cadre-là, correspond au sein d'une équipe. Donc, l'importance de ce travail, l'importance du débat contradictoire, qui est déterminant pour la fiabilité, et ça a été démontré dans des groupes d'individus, notamment sur les réacteurs nucléaires de la marine américaine au travers d'une publication fameuse. Cette évolution des connaissances a abouti à un terme qu'on doit citer maintenant, qui est l'organisation à haute fiabilité, qui a été décrite par l'école de Berkeley, qui a tout simplement étudié comment des organisations qui travaillent avec des systèmes complexes et dangereux arrivent à fonctionner sans erreur. Par exemple, ils ont travaillé sur les porte-avions, sur le contrôle aérien, dans des centrales nucléaires. Pour aboutir effectivement à cette caractéristique d'une organisation à haute fiabilité qui réussit à éviter des catastrophes dans un environnement où des accidents normaux peuvent être attendus, compte tenu des risques et de la complexité. Alors, ces caractéristiques, finalement, vous les avez sur cette diapositive, et on voit bien que cette organisation hautement fiable s'applique parfaitement à nos établissements de santé. Les caractéristiques, vous les voyez, c'est l'hypercomplexité, l'interdépendance entre les nombreuses unités et les différents niveaux, la différenciation hiérarchique extrême, ça vous rappelle peut-être quelque chose, de nombreux décideurs dans des réseaux de communication complexes avec de la redondance dans les systèmes de contrôle, dans les systèmes d'information, un fort degré de responsabilité individuelle lorsqu'effectivement l'erreur entraîne des sanctions, des décisions qui sont prises entraînant des rétroactions fréquentes dans des temps très courts, avec donc des cycles d'activité qui sont extrêmement courts, et enfin la simultanéité des résultats sensibles, simultanéité signifiant effectivement souvent une capacité de facilement modifier les cycles. Donc toutes ces théories qui ont été mises en œuvre progressivement, présentées et transformées en action, recentrent progressivement sur l'importance du travail en équipe. Une définition, il en faut une très simple, c'est l'ensemble des professionnels aux compétences complémentaires qui collaborent activement à l'atteinte d'un objectif commun dont ils se sentent collectivement responsables. Cette définition est intéressante parce que si on considère dans un service, dans une maternité par exemple, un service, une unité fonctionnelle, c'est une équipe, cette définition nous rappelle que finalement, tous les professionnels qui collaborent activement à l'atteinte d'un objectif commun, soigner un patient, ne sont pas forcément dans le service, et que souvent la définition de l'équipe ou le périmètre de l'équipe dépasse les périmètres que l'on observe ou qu'on a en tête intuitivement. Les Canadiens ont travaillé sur l'efficacité des équipes. Et j'aime bien cette typologie qui dit des choses relativement simples, mais qui, par ce fait-là, est sans doute assez facilement mémorisable.
Une équipe efficace, c'est une équipe qui est constituée, dans laquelle il y a une conscience de faire partie d'une équipe, d'être capable de nommer les membres de l'équipe. C'est pas si évident que ça, hein, les nouveaux arrivants, les intérimaires, etc. La clarté des rôles et le leadership. Une équipe efficace, c'est aussi une équipe qui a mis en place des processus opérationnels. On va mettre sous la notion d'équipe apprenante, c'est-à-dire d'équipe qui a mis en place de la planification d'activités, du briefing avant certaines activités, de la communication pendant les activités, et puis du débriefing en fin d'activité. Et puis enfin, des attitudes et des comportements, comme la gestion des conflits, la tolérance de comportements inadéquats, et tout simplement des attitudes en faveur du bon fonctionnement et de la sécurité. Alors, cette diapositive qui clôt un peu la partie conceptuelle, on va dire, de la présentation, finalement, elle a vocation à partager avec vous le fait que la gestion des risques a encore devant elle un certain nombre d'étapes, certainement à franchir. En revenant sur la notion d'équipe, on voit bien qu'un patient, c'est quelqu'un qui navigue entre la ville, l'hôpital, les services médico-sociaux, les services sanitaires, et que quand on analyse, par exemple, en RMM, un événement indésirable, alors qu'aujourd'hui on se cantonne, et encore c'est beaucoup, et c'est très bien, hein, à réaliser une analyse avec les membres de l'équipe hospitalière, on se rend compte que finalement, et les chercheurs nous disent qu'il faudrait peut-être travailler un peu plus sur une analyse du parcours, un peu plus large que le périmètre de l'hospitalisation elle-même, dans laquelle il est survenu un événement indésirable, et qu'il faudrait faire le lien avec la ville pour associer dans l'analyse des professionnels de la ville, du médico-social, du social, etc. Pourquoi une femme arrive dans une situation de diabète gestationnel avancé ou avec une menace d'accouchement prématuré, tellement dans un stade qui fait que la probabilité de survenue d'un événement indésirable est assez grande. On aura beau travailler sur ce qui se passe à l'hôpital, on n'aura pas fait la totalité de notre démarche de prévention. C'est ce que nous disent les chercheurs ou les penseurs en gestion des risques comme René Amalberti. La deuxième dimension, autour de cette nécessité d'intervention coordonnée, concertée des professionnels, c'est le fait de se dire que finalement la gestion des risques, c'est d'améliorer la qualité des soins. La qualité des soins, dans sa définition, c'est l'amélioration de la probabilité d'amélioration de l'état de santé. Donc finalement, la santé, comment on l'améliore en travaillant sur les déterminants, l'ensemble des déterminants de santé, et que peut-être aussi dans le futur, il faudra aller vers ces notions de meilleure prise en compte des déterminants de santé des patients. À plus court terme, sans être aussi projeté dans le temps, il s'agit de faire émerger la participation des soins primaires dans nos organisations, dans notre capacité, et les réseaux, notamment en gynéco-obstétrique, les réseaux régionaux sont des moyens qui sont au final assez avancés dans cette approche-là. Accompagner le virage obligatoire, hein, la diminution de la durée de séjour, voire l'évitement d'une hospitalisation, sont aussi des transformations pour lesquelles il faut s'assurer du fait qu'elles se font avec une garantie de sécurité équivalente. Alors après avoir posé un certain nombre de cadres conceptuels, pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce que le travail en équipe est aussi important pour la sécurité? La littérature est assez abondante, on dit beaucoup de choses. Là, j'ai fait simplement un article qui était fondé sur une méthode qualitative et qui consistait auprès de professionnels de santé à créer un modèle avec des caractéristiques pour développer l'efficacité et la mesurer. Là, ce que vous avez sur cette diapositive, c'est finalement comment on arrive à mesurer un travail d'équipe efficace. C'est quand ça peut se faire du point de vue des bénéfices organisationnels pour le patient. Vous voyez, diminution de la durée, des coûts d'hospitalisation, diminution des admissions imprévues, meilleure accessibilité. Des bénéfices pour l'équipe, meilleure coordination des soins, utilisation efficace des services de santé de façon
général, là, on est proche de la pertinence des soins, une meilleure communication, une plus grande diversité professionnelle en équipe, et puis également des bénéfices individuels pour les membres de l'équipe, satisfaction au travail, clarté des rôles, amélioration du bien-être au travail, et pour les patients, en termes de satisfaction, d'acceptation, d'adhésion au traitement, et au final de résultats de santé. La littérature aussi nous enseigne que, et nous donne des arguments complémentaires sur l'importance du travail en équipe. Vous voyez sur cette diapositive, que certains ont certainement déjà vu, qu'on peut séparer l'ensemble des activités humaines en systèmes ultra sûrs, comme l'aviation commerciale, les centrales nucléaires, le rail en France. Ultra sûr, ça signifie qu'effectivement le nombre de catastrophes ou d'accidents par mise en œuvre est extrêmement faible, ça se compte à 1 pour million et moins, et que de ce fait-là, la sécurité se fait de façon très normative, c'est-à-dire que ces activités sont standardisables, au point que si on met en place un système d'assurance qualité avec de la norme, des protocoles, du contrôle de mise en œuvre de ces protocoles, on est à peu près sûr de pouvoir garantir un niveau de sécurité. Pas aussi simple que ça, mais grosso modo, les systèmes ultra-sûrs sont caractérisés par des modalités de gestion de risque qui sont de cet ordre-là. A l'inverse, les systèmes ultra-résilients, on en trouve beaucoup à l'hôpital, mais peut-être les greffes audacieuses le sont, mais c'est comme l'alpinisme himalayen, la sécurité dépend quasiment exclusivement de la personne qui réalise l'activité. L'alpiniste, c'est lui qui garantit sa propre sécurité. Le chirurgien, à l'époque des greffes audacieuses, c'était sur lui que reposait la sécurité, parce que le décès était en cours d'intervention était déjà tellement important que le reste finalement ne se voyait pas. Maintenant, le système de santé se situe dans un niveau de risque qui est intermédiaire. Vous voyez sur cette diapositive, au même titre que la route, un peu plus, l'industrie chimique sans doute. Et tout ça est regroupé sous le terme qu'on retrouve de la théorie de Berkeley, des systèmes à haute fiabilité organisationnelle. Et la littérature nous dit que dans ce cas-là, le travail en équipe est un des moyens majeurs de garantir la sécurité. S'il fallait des arguments complémentaires, il y en a qui est relativement simple, c'est la nouvelle certification qui a bien en tête tous ces modèles conceptuels et cette littérature qui, dans sa version qui est parue en 2020, nouvelle mouture en 2023, mais qui nous dit dans tous ces chapitres, nous parle de l'équipe. Dans le chapitre 1, l'équipe associe dans son périmètre le patient et son entourage. On est sur des questions de consentement, d'information, projet de naissance, etc. Dans son chapitre 2, le manuel de certification explore l'enjeu du travail en équipe dans les activités évaluées, notamment dans des équipes à fort risque, SAMU, bloc, au travers de méthodes comme l'accréditation d'équipe ou la revue de pertinence. Et puis le chapitre 3 concerne l'établissement dans son territoire. Et là, il y a des critères spécifiques sur le travail en équipe, puisque on en compte 3 dans cette troisième partie du manuel de certification. La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe. Et on peut y répondre avec des éléments de l'ordre de la sensibilisation des professionnels, de démarches collectives qui sont réalisées, la synchronisation des temps médicaux et paramédicaux, avec une vigilance bien évidente lors des visites de certification où on se trouve quasiment tout le temps avec des difficultés de mettre en œuvre du temps partagé au sein des équipes et entre les équipes. Et à ce moment-là, la chaise s'interroge le travail en équipe sous l'angle de quelles solutions organisationnelles sont mises en œuvre pour faire face à ces temps de partagés réduits entre et au sein des équipes. Le critère
suivant, c'est la gouvernance impulse et soutien des démarches spécifiques d'amélioration du travail en équipe, avec à nouveau l'accréditation en équipe, les projets ou la méthode PACT qui a été développée par la HAS, etc. Et puis le dernier, c'est les connaissances et les compétences collectives des équipes qui sont enseignées. Les 5 méthodes d'évaluation dans ces visites de certification de nouvelle mouture portent toutes sur une appréciation du travail en équipe. Les experts visiteurs vous expliqueront qu'ils arrivent très très vite à identifier la qualité du travail en équipe, au travers des patients traceurs, au travers des parcours traceurs, au travers des traceurs ciblés, dans lequel il y a des questions qui sont posées aux patients, évidemment aux équipes, des observations qui sont faites, et dans la dernière méthode d'évaluation qui s'appelle l'audit système, qui consiste à rencontrer la gouvernance, les représentants d'usagers et des équipes. Là aussi, les questions explorent ces différents critères que je citais précédemment. Et donc, voilà, analyse les dimensions du travail en équipe comme la coordination, la communication, la traçabilité des informations, la prise de décision partagée, le leadership, le climat, les représentations partagées au sein de l'équipe, l'organisation apprenante et les liens avec l'extérieur de l'équipe. Alors, comment se préparer? Finalement, on se prépare en déployant des démarches qui favorisent le travail en équipe. Il y en a plusieurs, je ne pense pas forcément à toutes celles-là. Entre professionnels de la maternité et les patients et leur entourage, tout ce qui concourt à la discussion, au recueil de l'expérience patient, tout ce qui, en termes de méthode d'évaluation, se déploie notamment au travers des patients traceurs, c'est déjà des démarches qui favorisent le travail. Entre les professionnels de la maternité, on est sur des classiques, mais qui sont toujours vrais, la mise à jour des protocoles, des procédures, sur les pratiques, sur les organisations, des travaux spécifiques, comme par exemple des travaux sur l'interruption de tâches ou sur le temps partagé. Et puis, enfin, pour ce qui concerne plus spécifiquement, plus près le soin, la traçabilité de l'information notamment, l'évaluation des pratiques mises en œuvre. Et puis tout au long du parcours de la parturiente aussi, des démarches qui favorisent le travail en équipe, dans le sens où, quand on suit à distance, au travers d'indicateurs, qui sont du point de vue des professionnels, mais aussi du point de vue des patients, comme le PROMS et le PREMS, ces informations informent sur la prise en charge et permettent de favoriser le travail. Voilà, je vous remercie de votre attention sur l'ensemble de ces informations qui ont été données. J'espère que celle-ci aura été contributive dans cette session. On lui transmettra vos applaudissements. Je crois qu'on va enchaîner sur le deuxième diaporama. On regarde si, je ne sais pas combien de temps il prend, s'il reste du temps après, on pourra partager sur les 3 interventions qu'on a eues. Donc, si vous voulez envoyer le diaporama suivant. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents à cette session organisée par l'Audipog. Je vous présente d'emblée mes excuses car je n'ai pas pu venir pour des raisons de santé. J'espère néanmoins que cette présentation sous cette forme vous permettra d'en tirer profit et d'enrichir votre réflexion. Malheureusement, les organisateurs n'ont pas prévu un accès dématérialisé complet, c'est-à-dire que je ne peux pas me joindre à vous, y compris en visioconférence. Donc, en dernière diapo, je vous ai mis les coordonnées pour me joindre si vous avez besoin de précision ou si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion que je vous propose. Donc, je suis Nadia Laetissé, gynécologue obstétricienne au centre hospitalier de Valence et également directrice d'une compagnie de théâtre, la compagnie Arsinoé, dont la première mission est d'aider les soignants à mieux communiquer entre eux et avec les patients. En 2018, j'ai été sollicitée au collège pour présenter
un plaidoyer pour intégrer le théâtre dans l'accompagnement professionnel des soignants vers une meilleure pertinence des soins. J'avais donc convoqué Dame patiente, maître soignant et par mon propre truchement. Dame patiente s'était vue argumenter auprès de maîtres soignants la nécessité d'intégrer le théâtre à sa pratique, car elle n'avait pas apprécié la manière dont il lui avait posé un diagnostic et la manière dont il s'était occupé d'elle. Celui-ci avait rétorqué qu'il avait déjà de nombreuses formations leur permettant d'améliorer leur pratique et que le théâtre ne lui paraissait pas nécessaire, voire superflu. Il avait donc présenté les réunions de professionnels, comme les groupes Balint, les analyses de pratique, les revues de dossiers, les EPP, les RMM, la simulation, l'aide informatisée à la décision qui permet d'optimiser les décisions en situation complexe, l'éducation thérapeutique, le shadowing et les approches spécifiques comme l'entretien motivationnel, la relation d'aide, les communications bienveillantes, non violentes, etc. Dame patiente avait bien acquis et pris note de tout ça, toutefois, elle a souhaité analyser chacune de ces pratiques et la comparer à une médiation par le théâtre. Les réunions professionnelles permettent en effet d'apprendre de ses erreurs, de prendre du recul par rapport au réel et d'enrichir les points de vue de chacun par la réflexion collective. Le tout à partir de situations, de dossiers réels. Là où le théâtre apporte un complément, des simulations fictives donc permet une plus grande sécurité émotionnelle pour les participants qui n'ont pas de reviviscence douloureuse de situations, de dossiers qui pourraient être pénibles, et ce qui leur donne plus de liberté pour penser et structurer l'action dans la complexité. La simulation, elle va permettre un entraînement technique, va donc contribuer à augmenter le degré d'expertise des participants, ce qui, par voie de conséquence, réduit leur stress en général et permet un ancrage corporel, donc une formation solide. Le théâtre, quant à lui, par la présence de comédiens, permettra de travailler également le relationnel, c'est-à-dire de travailler à la fois le fond et la forme, et va permettre de donner la voix du patient en temps réel, puisque les comédiens sont des personnes vives. L'aide informatisée à la décision, on l'a dit, permet de réfléchir en situation complexe, là où finalement l'humain est défaillant, là où le théâtre va permettre au contraire de mobiliser les forces de l'humain et de les développer. Les approches spécifiques, comme les techniques de communication par exemple, vont permettre une plus grande fluidité relationnelle, une efficacité relationnelle, des techniques pour permettre de favoriser l'adhésion du patient, l'inviter au changement, etc. Le théâtre, dans ces mêmes circonstances, va permettre de travailler également avec de vraies personnes. Le shadowing et l'éducation thérapeutique sont, quant à elles, relativement complémentaires par rapport au théâtre. Donc finalement, toutes ces formations, on perçoit bien qu'elles sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ont lieu en équipe et les bénéfices du travail en équipe sont multiples. D'abord, le travail à partir de situations réelles permet d'apprendre de ses erreurs. Les entraînements spécifiques vont développer l'expertise, on l'a dit, la confiance en soi et la satisfaction au travail. L'engagement corporel que l'on a cité avec les jeux de rôle ou avec la simulation permet un ancrage corporel, donc une mémorisation solide et la capacité de revenir à la connaissance apprise en situation de stress puisqu'elle est ancrée dans le corps. Et dans tous les cas, les formations en équipe permettent le plaisir du partage, le développement d'une culture commune, donnent l'occasion de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. Alors le théâtre dans tout ça. Alors,
Je vous propose de donner la parole aux participants de formations que nous avons animées pendant 12 ans. Il s'agissait de seniors ou d'étudiants en médecine ou infirmières. Nous avons développé des thématiques plurielles à leur demande. Donc, pour que vous puissiez avoir une idée, les thématiques ont pu être la communication médicale en présence d'enfants, l'annonce d'une maladie grave, l'annonce de malformation à l'échographie, la gestion d'un transfert en néonat, la gestion d'un transfert en réanimation, la place des parents dans la prise en charge médicale, l'adhésion des patients en rhumatologie, l'accompagnement à l'éducation thérapeutique, l'avis des patients dans leur prise en charge, savoir dire qu'on s'est trompé, accueillir la colère des familles, adopter la distance juste en situation difficile, prise en charge des femmes victimes de violences, etc. Toutes ces formations ont eu lieu soit en cours de DU dans le cadre d'ateliers, soit de formations plus longues de 2 heures à une demi-journée. Et je reviendrai sur les différents formats théâtraux un petit peu plus loin. La particularité de nos formations, c'est qu'elles se font en présence de comédiens. Alors, j'ai retenu quelques-unes des remarques des participants. Apprendre sans en avoir l'air, se sentir acteur de la réflexion, vivre plutôt que théoriser. Donc, tous les participants, je vais arriver à vous le dire, tous les participants répondent à un questionnaire à chaud et il y a des questions ouvertes et des questions fermées, donc, et puis des questions et puis des zones de texte libre. Donc, à la question « Qu'avez-vous le plus apprécié dans cette intervention ?», 50% précisent que c'est la forme théâtrale qui leur a plu, le fait de réfléchir ensemble pour un bon tiers, et pour un quart de pouvoir travailler les outils de la communication. Donc, d'autres façons de le dire, ces formations permettent un apprentissage rapide par mimétisme. Cette alliance incarnée, cœur, corps, esprit, c'est elle qui a plu. Elle permet de participer activement, même sans prendre la parole. On peut changer en temps réel les réactions des patients et des soignants. Notre parole est un besoin pour construire ce temps de formation. Donc, on l'aura compris, les participants ont apprécié la médiation théâtrale et on comprend dans leurs remarques et leurs questionnaires qu'elle a permis une appropriation plus rapide des apports théoriques, plus complète et aussi parfois accélérer des savoirs grâce au collectif. Le fait d'en parler ensemble permet d'acquérir un petit peu plus vite certaines notions. Plus rapide parce que c'est une pédagogie qui est vivante, concrète, ludique, attrayante et du coup qui va permettre un investissement de chaque participant. La mise en pratique immédiate de la théorie, c'est-à-dire que la présence des comédiens et le fait même d'être sur scène va permettre de passer de l'idée à l'action. Et le participant va se sentir acteur de son apprentissage et vous savez que le fait d'être actif permet de mémoriser à plus long terme. Donc, elle est également perçue comme plus complète puisqu'elle permet un savoir-faire et un savoir-être. Le fait d'être en posture permet une prise de conscience du corps comme vecteur de communication. L'enregistrement des savoirs dans le cerveau, le corps, et du coup je me permets aussi dans le collectif, en équipe, en réseau. Donc ces formations par le théâtre permettent de reconnecter le corps et l'esprit. Alors cette formation est accélérée puisqu'il y a partage des points de vue accentué par l'animation, un tiers neutre, un regard extérieur. Les comédiens sont de vraies personnes et de faux patients. Donc, vraies personnes, ce qui permet de discuter en réel, de faux patients, ce qui permet de pouvoir tester des idées, des hypothèses, des attitudes
en toute sérénité, en toute sécurité, on ne blesse personne. Bienveillance à l'égard de l'erreur, donc ça c'est un parti pris pédagogique de ma part, et le théâtre donne donc la possibilité de tester. Donc c'est une mise en distance et une réflexion approfondie sans risque. Donc le théâtre favorise les acquisitions car il montre combien le corps permet, selon la taxonomie de Bloom, d'accéder à la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation. Donc le corps facilite le dialogue. Donc la médiation théâtrale va apporter du plaisir, donc on va plus volontiers accepter de faire un effort d'apprentissage qui peut être un levier de motivation du changement. Le jeu en lui-même va favoriser la mémorisation et la mise en confiance, qui va permettre à chaque participant d'être beaucoup plus disponible pour apprendre, pour improviser, pour essayer, pour réfléchir. Et l'improvisation en elle-même, elle va permettre de développer cette habileté relationnelle, de s'adapter, que ce soit à ses collègues, que ce soit à une situation difficile ou que ce soit aux patients. Donc, par rapport à la formation en groupe, finalement, le théâtre va apporter des simulations fictives en toute sécurité émotionnelle, sans reviviscence douloureuse, ce qui va permettre à chacun de penser et structurer son action dans la complexité. Ça donne aussi la possibilité donc d'approfondir ses habiletés relationnelles humaines, car on est plus disponible. Donc, le plus des comédiens, par rapport aux formations 100, porte sur l'apport relationnel qui permet de travailler dans le même temps le fond et la forme, et permet également de donner la voix du patient en temps réel et incarné, non reporté. Là-dessus, maître soignant se sent d'essayer des jeux de rôle. Mais Dame Patiente lui rétorque que le théâtre ne se résume pas aux jeux de rôle. En effet, notre compagnie théâtre propose 3 types d'approches. Il peut y avoir un débat théâtral, qu'on appelle également théâtre forum selon Auguste Boal. Ça peut être un atelier théâtral d'entraînement, un peu comme une simulation sur une thématique, mais en présence de comédiens, ou de l'illustration théâtrale en cours de congrès, par exemple, où on peut venir donner une voix du patient avec un comédien. Donc les formats sont tous sur mesure. Les débats théâtraux peuvent aller jusqu'à à peu près 100 à 150 participants. Initialement, le débat théâtral est un outil de sensibilisation, donc on va pouvoir travailler sur des sujets collectifs complexes. La durée peut aller de 2 heures à une demi-journée. L'atelier à proprement parler, lui, va se focaliser sur un aspect spécifique, une méthode, un type de situation, un savoir-être, donc par exemple l'annonce d'une malformation ou savoir dire qu'on s'est trompé ou quelque chose comme ça d'extrêmement pointu au niveau relationnel, ou travail sur la prise en charge des femmes victimes de violences, par exemple. Et enfin, l'illustration théâtrale, donc je vous disais, ça peut être des petites scénettes aussi d'illustration sur les thématiques qu'on a dites, par exemple le transfert en réhab. On peut voir comment dans les familles les transferts ont été vécus, ou ce qui se dit entre amis sur les visites médicales, les hospitalisations, etc. Alors, en quoi la présence de comédiens, en général professionnels ou semi-pro dans notre compagnie, favorise-t-elle la cohésion d'équipe et surtout comment contribue-t-elle à l'enjeu de sécurité des soins? Alors, nous proposons donc un travail sur le corps et les émotions qui sera plus approfondi que dans d'autres types d'approches. Et on va pouvoir intégrer des intelligences multiples, même si Howard Gardner est critiqué pour cette approche. Elle a le bénéfice, cette approche, de montrer que tout le monde ne raisonne pas de la même façon, que les canaux d'appréhension du monde de chacun passent par un canal sensoriel dominant ou un autre, et que nous n'avons pas tous le même, et que quand
en face de nous quelqu'un ne comprend pas, c'est peut-être simplement parce que on n'utilise pas le bon langage dans le bon canal sensoriel. Alors, la médiation par le théâtre, on l'a vu, procure du plaisir, le jeu, l'improvisation et la présence de comédiens qui sont de vraies personnes permettent de s'entraîner en vrai. Ce sont de faux patients, donc permet aux participants de s'entraîner en toute sécurité. Et ce ne sont pas des pairs. Et ça, j'y tiens parce que avec des pairs, on a tendance à surjouer. C'est-à-dire que quand on fait un jeu de rôle, souvent, on surjoue, plus pour jouer que pour travailler le fond, ce qui est normal, naturel, et on est content que chacun ait envie de jouer. Mais pour autant, la personne avec qui on joue a du mal à travailler et c'est assez peu réaliste d'un vécu de patient. Donc le comédien, lui, va avoir un jeu juste et une parole réaliste du patient. Donc c'est un parti pris de notre compagnie de travailler en pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'une équipe, pour nous, comporte tous les corps de métier, infirmières, médecins, sages-femmes, aides-soignants, cadres, éventuellement administratifs aussi parfois. De travailler la bienveillance déjà entre participants, c'est important et ça permet de pouvoir transposer ensuite avec les patients. Et en fait, un partage horizontal des savoirs, toujours dans l'idée d'apprendre au mieux à parler avec les patients. C'est donc en forgeant qu'on devient forgeron. J'espère que cette présentation vous aura convaincu de l'intérêt de s'entraîner par le théâtre en présence de comédiens. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Je remercie les organisateurs d'Audipog de nous avoir invités à participer à ce thème et nous avoir donné leur confiance pour pouvoir y contribuer à la réflexion. Je suis vraiment désolée donc de n'avoir pas pu être présente, mais vous voyez ici mon adresse mail pour me contacter si vous avez besoin. Je vous remercie. Donc, il est 16h01. Donc, si quelqu'un a quelque chose de très important qu'il souhaite partager avec le collectif, n'hésitez pas. Sinon, on est là en bas, Françoise, etc. Et on vous remercie d'être resté attentif jusqu'au bout malgré les difficultés techniques. Et puis, on vous souhaite une bonne suite de congrès.